Mesdames, Messieurs, soyez le bienvenus. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans notre nouvelle rencontre, un colloque en ligne consacré ce soir pour le sujet de retrait français au Mali. Quel impact sur les pays voisins? Ce colloque vient juste après un mois que la France a terminé l'opération Perkan en Mali, en rappelant que Berkane, c'est une opération militaire menée au Sahel et au Sahara, lancée depuis le 1er août 2014 et qui a remplacé les opérations Serval et Épervier. Honoré aujourd'hui de recevoir pour discuter, pour donner des expertises, des analyses, des lectures. Honoré par la présence, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui professeur Benoît Salou Ngom, qui est président de l'Académie diplomatique africaine et écrivain et ancien diplomate. Nous avons l'honneur aussi de recevoir Madame Béatrice de Lyon-Cobo, qui est chercheuse spécialisée dans la sécurité, la radicalisation violente et la gestion des conflits en Afrique de l'Ouest et en Afrique, conseiller en sécurité. Aussi honoré de recevoir notre ami Emmanuel Duby, qui est directeur de l'Institut président de l'Institut prospectif et sécurité de l'Europe et enseignant universitaire. Nous avons l'immense plaisir de recevoir mon professeur, j'insiste, mon professeur Mohamed Cherif Ferjani, politologue, professeur d'émérite à l'Université de Lyon, écrivain et un militant aussi associatif et politique. Merci, Madame, Messieurs, d'accepter l'invitation de notre centre de recherche CRI et d'être aujourd'hui avec nous. Permettez-moi de commencer par la question qui va être dirigée pour Monsieur Benoît. Professeur Benoît, comment expliquez-vous que plus d'un demi-siècle après les indépendances en Afrique ait toujours besoin des grandes puissances pour assurer l'Afrique ait toujours besoin des grandes puissances pour assurer sa sécurité? Chaque intervenant a 10 minutes pour présenter son point de vue, son lecture de la situation, puis il y aura la discussion. C'est à vous, professeur Benoît. Oui, merci beaucoup, maître. Le thème de ce débat parle effectivement du Mali et de sa relation avec la France et ses conséquences au niveau sous-régional et continental. Dans cette affaire-là, je pense qu'il est utile toujours d'essayer de rappeler comment est née cette crise ou bien le volet de cette crise qui actuellement est en train de s'internationaliser. En vérité, quand le Mali a eu des problèmes, la France l'a aidé et a permis, avec sa première opération dénommée Serval, d'arrêter l'avancée des troupes djihadistes vers Bamako. Les Maliens ont été très reconnaissants de cette intervention d'un allié d'ailleurs, d'un allié du Mali. Par la suite, à un moment donné, la France a décidé de retirer unilatéralement ses troupes, en tout cas, ou de les redéployer. Ce qu'elle a fait, ce que le Mali lui a reproché, c'est de dire que cette décision, nous ne sommes pas fondamentalement contre, mais vous auriez dû nous avertir, on aurait dû en parler. Donc le Mali leur reproche l'absence de concertation. Et sur cela, comment dirais-je, des critiques de part et d'autre ont commencé à fuser. C'est-à-dire la France qui a quitté unilatéralement le Mali
n'a pas accepté que le Mali cherche d'autres partenaires. C'est en vérité ça, psychologiquement. Et a commencé à fustiger les militaires qui seront des autorités françaises, comme l'ancien ministre des Affaires étrangères et la ministre de la Défense, ont commencé à critiquer le Mali, pourquoi il s'est approché des Russes, le groupe Wagner, etc. Les Maliens aussi ont commencé à agacer, à riposter et à critiquer la France. Et c'est sur ces entrefaits qu'est arrivé récemment, le 15 août, la saisine du Conseil de sécurité par les Maliens qui estiment que la France viole leur territoire et que la France, je dirais, s'acoquine avec les djihadistes. Ce qui a choqué les Français qui estiment qu'eux, qui ont eu 59 militaires tués au Mali, ne pourraient s'imaginer s'associer à des djihadistes pour attaquer le Mali. Bon, ça, c'est un peu le décor. Pourquoi l'Afrique, je ne dirais pas l'Afrique en général, bon, mais en tout cas dans le cas du Mali, le Mali a eu besoin de la France parce qu'en fait, depuis 1960, ce qu'on peut constater, c'est que vraiment, ce pays n'a pas une armée structurée, une armée équipée. Bon, quand ils ont failli être occupés par les djihadistes, je pense que légitimement, ils se sont retournés vers un allié qui pouvait les aider. Pourquoi un allié? Parce qu'en fait, si les Français aujourd'hui pensent qu'ils ont eu 59 soldats tués, il faut se souvenir que les Maliens, avec d'autres Africains, ont participé aux deux guerres mondiales, 1914 et la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Et c'est des dizaines ou centaines de milliers de morts qu'ils ont eu. Et au bout du compte, on peut se demander ce que ça a tout rapporté à l'Afrique. Je pense que la situation du Mali, elle est liée à son passé colonial et donc à sa gestion par la suite, néocoloniale, je dirais, qui n'a pas permis à ce pays de s'équiper, de s'organiser comme il fallait. Mais toujours est-il que la France coloniale, la puissance française avait la possibilité effectivement d'adopter une attitude plus positive en continuant ce qu'elle avait commencé, c'est-à-dire en soutenant le Mali. Et ceci d'autant plus que le président Macron, qui aujourd'hui incarne, je dirais, ces deux facettes de la France, ça veut dire la France républicaine et la France impériale. La France républicaine, c'est le président Macron qui explique effectivement que l'Afrique et la France sont alliés par un pacte de sang. Et que si vous êtes alliés par un pacte de sang, c'est légitime qu'en cas de difficulté, l'une ou l'autre des parties puisse solliciter le parti. Donc, cette France-là de Macron, qui semblait aller dans le sens du changement de registre, cette France-là, c'est celle qui veut restituer les biens coloniaux, les biens culturels. C'est cette France qui veut reconsidérer sa relation avec l'Algérie à travers les harkis. Mais malheureusement, cette France-là est de l'autre côté et dans la même personnalité, j'ai dit, dans la même personnalité du président Macron. Cette France est contrebalancée par l'autre, qui, elle, la France impériale, qui ne change pas d'attitude, qui pense que les Africains ne sont pas assez mûrs pour choisir leurs alliés, ne sont pas assez mûrs pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent dans leur pays, comment ils veulent être gouvernés. Et tout ce différent-là qui existe aujourd'hui, qui aurait pu ne pas exister, est lié à cela. C'est-à-dire des Africains qui, bon, c'est vrai qu'ils ont fait un coup d'État, mais quel est l'intellectuel aujourd'hui qui est pour des coups d'État? Mais il ne faut pas délirer non plus. Quand des peuples souffrent d'une certaine façon dans l'indifférence de tout le monde et que des militaires prennent le pouvoir, il faut tenir compte de pourquoi il y a eu le coup d'État. Moins le fait de savoir toujours est-ce qu'on est pour ou contre les coups d'État. Tous les intellectuels sont globalement contre les coups d'État. Sinon, ils n'auraient pas
passer leur temps à étudier le droit constitutionnel, la démocratie. Donc, je pense que ce n'est pas parce que les Africains, comme les Maliens, ne veulent pas changer de... enfin, n'ont pas été capables volontairement de prendre en charge leur situation et qu'il leur fallait nécessairement des alliés, mais c'est parce que leur situation historique a nécessité qu'ils cherchent des alliances. Mais les alliances, tout le monde les cherche, hein, ce n'est pas simplement les Africains. Les alliances, tout le monde les cherche. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Français et les Européens vont faire au niveau de l'OTAN, sinon que de chercher une alliance contre la Russie ou quelque chose du genre. Je pense donc que ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Africains, en tout cas, au moins qu'on leur reconnaisse le droit de pouvoir s'allier avec qui ils veulent et de pouvoir dire aussi comment ils entendent, comment ils veulent être gouvernés. Et je crois que le problème du Mali aujourd'hui, c'est ça. C'est bon, récemment, donc, on en est au fait que les deux alliés puissent se retrouver devant le Conseil de sécurité. Bon, il y a une intervention du Sénégal qui veut souhaiter qu'il n'y ait pas, que ces alliés ne se retrouvent pas devant le Conseil de sécurité, ce qui peut aboutir à un déballage, parce qu'en fait, qui c'est qui dit vrai dans l'affaire? Voilà, donc il y a tout cela. Je pense que la question qui vraiment taraude de l'Afrique aujourd'hui, la question du djihadisme là, n'est pas simplement une question militaire. C'est une question, la réponse doit être globale. Et pour qu'elle soit globale, il faut qu'on reconnaisse aux Africains la capacité aussi de trouver des solutions internes. Parce que récemment, on a interviewé le président de Burkina Faso qui disait que la plupart de ces djihadistes-là, lui, il sait que ce sont des Burkinabés. Mais oui, où est-ce qu'ils vont? Les djihadistes, ce n'est pas une génération spontanée. C'est des jeunes des différents pays mécontents qui ne savent pas travailler. Des enquêtes ont été menées au Niger, où on a demandé des enquêtes des Nations Unies et d'autres institutions. Pourquoi ils vont dans le djihadisme? Oui. Beaucoup, ce n'est pas du tout pour des questions religieuses ou pas, c'est des questions purement économiques. Donc voilà, je pense que si nous permettons aux Africains enfin, si nous permettons, entre guillemets, si on reconnaît aux Africains ce pouvoir, aux Maliens et autres, ce pouvoir de résoudre les problèmes par eux-mêmes, en pensant par eux-mêmes et pour eux-mêmes, je suis sûr que bientôt on oubliera le fait qu'ils ont nécessairement besoin de puissances étrangères, de puissances militaires. Je ne vous entends pas. Merci, professeur Voilà, merci. Benoît, pour votre présentation. On revient vers vous avec la discussion. J'aimerais bien maintenant céder la parole à Madame Béatrice de Lyon-Kobo. Est-ce que vous pensez que le départ des forces françaises du Mali va contribuer à la déstabilisation des pays de Sahel et aggraver leur situation sécuritaire, puisque la situation est maintenant critique? Pendant plus de 30 ans, malheureusement, il n'y avait pas de renforcement stratégique des capacités militaires pour les pays africains comme en Mali. Hein. Par exemple, on remarque l'extension du djihadisme à Burkina Faso, avec l'absence de l'État. Hein. L'absence de l'État, l'incapacité de l'État de contrôler tout le territoire. Aussi, la situation au niveau du nord de Bénin est critique, dans une phase de djihadisation, comme il l'a dit professeur Fergeni dans un article. Aussi, la situation est critique en Togo, Côte d'Ivoire et en Ghana, malgré les allégations du pouvoir qu'il maîtrise, soi-disant, il maîtrise la situation. En plus de ça, Madame Béatrice de Lyon-Kobo, si oui, comment vous expliquez l'échec de la France
France et de ses alliés, notamment sur le plan de renforcement de la capacité, comme j'ai dit, des armées africaines. C'est à vous, madame. C'est Merci. beaucoup de questions pour 10 minutes, mais je Non, ferai le mieux. Voilà. Donc, je pense que j'ai structuré ma réponse en 3 parties. Donc, quel est l'impact de la France par rapport à les groupes djihadistes, à son expansion, que vous avez parlé tout à l'heure, à les États côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, quel est l'impact des départs de la France ou les déplacements de Mali à Niger par rapport à la population, qu'est-ce que ça va être mieux ou pas, ça va être va donner plus de stabilité ou pas à la population malienne en général. Et troisièmement, les impacts régionaux, que je pense que c'est aussi important parce qu'on est sur un monde global, donc les choses qui se passent sont au Mali, ça c'est vraiment à tous nous concerne, à tous en nous concerne. Donc, en commençant par l'impact des départs de la France par rapport au groupe djihadiste, c'est vrai, on parle d'échec de la France, on de n'avoir pas être capable d'avoir renforcé suffisamment les capacités d'État africaines, mais si on considère que depuis 2013, la France a investi tellement d'argent, l'Union européenne tellement d'argent en armement, en développant les G5 Sahel qui maintenant malheureusement est en train de mourir. Vraiment, il a mis tout à la disponibilité des Maliens et des Africains, sauf que l'approche qu'il avait, c'était que sécuritaire. Et comme bien a dit, à qui je remercie beaucoup le diplomate Engon, ce n'est pas une question que sécuritaire. Sans développement et sans bonne gouvernance, tuer un leader djihadiste, ce n'est pas suffisant pour le Sahel. On a vu ça, une fois qu'on coupe la tête d'un leader djihadiste, il a 5 qui apparaissent. Donc, toute l'approche militaire jusqu'à 2019, on a commencé aussi à avoir des approches de gouvernance, ce n'était pas forcément les bonnes approches. Donc maintenant, je pense que monsieur Engon a expliqué parfaitement la crise qu'il avait depuis octobre 2021 jusqu'à que la France a essayé de partir finalement cet août de Barkhane de Mali. Donc je ne voudrais pas le répéter, mais c'est clair que le départ de Barkhane a vraiment changé le terrain par rapport à la mobilité et la stratégie des groupes djihadistes. Donc, comment est-ce qu'a changé, après cette introduction, comment est-ce qu'a changé concrètement? Premièrement, c'est vrai que maintenant, toutes les missions internationales ont un gros problème parce que Barkhane, il avait des moyens, des aérotactiques moyens que maintenant MINUSMA et l'Union européenne n'auront pas. C'est clair. Donc, toutes les missions internationales maintenant sont impactées pour le fait que Barkhane est parti. Parce que l'État malien, même si depuis décembre, il a commencé à renforcer la capacité et la stratégie contre-terroriste vers le centre du Mali et vers le nord, ce n'est pas suffisant pour remplir à 5 000 bonhommes qui étaient destinés de Barkhane au terrain. C'est clair que ce n'est pas suffisant. Et en parlant des choix des partenaires, c'est vrai que Mali a fait un choix stratégique de s'allier avec Wagner. Et sur un autre côté, avec la Russie aussi. Donc, c'est penser que Wagner pourrait faire la même chose que Barkhane. On a découvert que c'est vrai que ce n'est pas possible parce que Barkhane avait une autre approche. Et Wagner, les opérations qu'ils font maintenant, il a plusieurs enquêtes internationales par rapport à les violations des droits humains et des exactions qu'on connaît tous. Aussi, il a passé en République centrafricaine. Donc, les choix partenaires, qui, je suis complètement d'accord, doivent être libres, a donné plusieurs des difficultés au terrain qu'on ne voyait pas depuis 2015. Par exemple, les exactions assez graves des FAMA et des forces armées maliennes avec Wagner au centre du Mali, que même si je suis d'accord qu'il y avait plein de terroristes, par exemple, sur l'affaire de Moura, les exactions quand même, sans procès juridique, tuer à 150, 200 personnes, ce n'est pas forcément la chose que les Européens avaient envie après tellement d'années d'entraînement en droits humains, de renforcement des capacités. Donc, c'est vrai qu'on a renforcé d'une manière que le fait que Barkhane sorte du Mali a renforcé le fait que l'État malien doit maintenant plus que jamais est très agressif sur sa stratégie de contre-terrorisme, mais
on revient à des problèmes, comme je disais tout à l'heure, des violations, exactions, qu'on pensait que c'était plus ou moins supéré déjà. Non? Donc, ça a fait que tous les groupes djihadistes voient que vraiment l'État malien a décidé de remplir cette vide que la France voudrait laisser. Chose que c'était impensable. Je me souviens quand la France avait commencé à dire on sort, tout le monde était très inquiet de que le Mali n'avait pas du tout la capacité à pouvoir remplir cette vide que la France laisse. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas rempli toutes les vides, mais c'est vrai que ça a produit un choc au groupe djihadiste. Par exemple, le groupe djihadiste Jainim, qui vient plutôt de Al-Qaïda du Maghreb, donc ils sont alliés à Al-Qaïda du Maghreb, lui, il a souffert un transformement de son stratégie assez impressionnant. Depuis que la stratégie contre-terroriste du gouvernement malien a commencé à monter vraiment au centre du Mali et à faire des grosses attaques contre les terroristes ont décidé de partir de ces régions, quelques-unes juste à côté de la frontière de Mauritanie, quelques-autres plus au nord, et surtout, ils ont décidé d'être à la forêt. Et que ça, c'était la manière de penser qu'il avait en 2015. Jusqu'à maintenant, vraiment, les djihadistes contrôlaient des terrains au Mali, au centre du Mali, contrôlaient des terrains. Mais après ce type d'attaque, ils ont décidé d'arrêter ce contrôle du terrain et commencer à faire des attaques ciblées à force armée, encore une fois. Avant, il y avait toujours d'attaques ciblées à force armée. Mais maintenant, plus que jamais, ils commençaient à faire des attaques et même presque Bamako. Donc, on a changé de cette stratégie de djihadisme d'expansion naturelle, comme il y a au Burkina, comme il y a au Niger, à plutôt des attaques très ciblées pour vraiment faire peur à les gouvernements maliens. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça a vraiment changé la stratégie de Jenin, donc de Al-Qaïda. Maintenant, on passe à la stratégie de Daesh. Et c'est une chose exceptionnelle, ce qui passe maintenant dans le secteur est de Mali, ce qu'on appelle le secteur est, que c'est Gao Menaka, qui se battent tous les jours contre Daesh. Les groupes armés maliens de la révolution Touareg, qui, comme vous savez tous, il y avait plusieurs accords, l'accord d'Alger qui ne sont pas implémentés. Il a tout un sujet là que ça donnerait pour une autre discussion. Maintenant, il lutte avec l'État contre Daesh. Mais ce n'est pas seulement ça, sinon qu'il lutte avec l'État qui en même temps lutte avec Wagner contre Daesh. Mais ce n'est pas seulement ça. Mais pour la première fois sur l'histoire, on voit que les groupes armés de l'accord d'Alger commencent à lutter avec Jenim contre Daesh. Et ça, c'est des dynamiques très intéressantes qui, il y a 2, 3, 4 ans, ne passaient pas. Donc, encore une fois, c'est la manière que les groupes armés, comme ne voudraient pas avoir cette bite de Barkhane qui soit prise par Daesh de Sahel, il fait tout ce qu'il peut pour pouvoir vraiment s'allier avec tout le monde, pour pouvoir assurer que Daesh se maintienne à côté Niger. Et on n'a pas parlé assez suffisamment de Niger. Barkhane ne quitte pas le Sahel du tout. Il continue à être un très bon partenaire avec Tchad. Évidemment, il a essayé de déplacer quelques-uns des éléments, pas tous, et bien sûr pas comme Barkhane, à Niger. Ça impacte aussi les groupes djihadistes au Niger, que maintenant, ils vont, comme ça passe toujours, une fois qu'ils viennent des groupes internationaux à aider à les forces nigériennes dans ce cas, il va y avoir plus d'attaques. Donc, ça, c'est un impact pour la population qu'on avait au Mali, les collatéraux, non, comme on l'appelle. Et le fait qu'une fois que Barkhane est sur une base à Gao, il a plusieurs dispositifs explosifs juste à côté de la base, non? Donc, ça a impacté beaucoup la population. Maintenant, ça probablement va passer aussi à Niger. Et une fois qu'on a une armée étrangère, c'est plus simple de recruter à la population parce que l'ennemi est plus facile d'identifier quand il est juste à côté, non? Donc, ça, c'est toutes les peurs qu'on a par rapport à les impacts de la population au Niger, qui est plus contente, plus à l'aise que la population au Mali, qui était déjà fatiguée avec la France. Mais quand même, il y a aussi quelques ressentis on avoue que vous avez échoué, non? Comme l'échec de la France au Mali, et on ne veut pas la même chose chez nous. Donc, les dynamiques au Niger vont être assez intéressantes. Je pense qu'on a besoin de plus de temps pour vraiment voir si la situation va être un peu pareille par rapport au Mali, sauf que l'État nigérien n'est pas l'État malien.
Donc, l'État nigérien a plusieurs problèmes vis-à-vis des terroristes depuis Boko Haram. Donc, et un pays qui a des politiques concrètes, des médiations. Par exemple, les leaders communautaires ont plus de place au Niger, et décentralisé, mais quand même, par rapport au Mali, les leaders communautaires sont plus isolés de l'État, non? Donc, Tillabéri, que c'est la région voisine à Niamey, est plus proche que Menaka, qui est à 2000 km, non? Je rigole toujours. La partie plus nord de Taoudeni, que c'est la région la plus nord du Mali, est à 2000 km de l'Espagne. Donc, vraiment pas beaucoup de l'Espagne par rapport à Bamako, non? Donc, c'est ça, non? L'extension de ces pays, c'est une chose qu'on doit rendre compte. Et par rapport à la région, comme vous m'avez demandé aussi de parler un peu des questions régionales, c'est clair qu'a changé tout ce phénomène de transformation qu'on a vu ces derniers temps au Sahel, surtout par rapport à l'attitude des Africains à la France et quand même en Europe, qui sont des néocolisateurs, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des désinformations, des campagnes de désinformation par rapport à que la France est un djihadiste, et c'est vraiment incroyable. Ça a changé la relation que l'Europe peut avoir avec l'Afrique. Et je pense que l'Afrique est en train d'avoir ce processus d'autodétermination, de vouloir choisir ses partenaires. Donc, la Chine, la Turquie, la Russie, des autres pays vont être plus importants que jamais. Donc, nous, comme Européens, devons comprendre que le scénario a changé. On n'est pas en 2015, on est en 2022 et on a ce phénomène qu'on doit assumer. Et comme vous disiez tout à l'heure, nous, les Européens, on comme des partenaires à les États-Unis. Sans lui, on ne pourrait faire rien. C'est absolument clair, non? Donc, ce processus d'émancipation théorique des Africains, c'est une chose qu'on doit avoir du compte et on doit les commencer à voir plus comme égal. Pas que lui a besoin de nous, mais qu'on a besoin de les deux. Je pense que ces changements, on est en train de les faire. Quand même, ça prend du temps et ça prend des transformations culturelles et assez compliquées, mais je pense qu'on est en train de réussir parce que l'échec, je ne considère pas que ce soit un échec, mais l'échec de la relation diplomatique, ça c'est plus sûr, de la France avec le Mali, nous a démontré à tous qu'on doit vraiment faire un effort par rapport à nos partenaires africains et à la relation qu'on a avec lui. Et je termine par cette idée. Quand on dit à Goïta ou à Damiba ou à un leader africain qui vient de faire un coup d'État, vous devrez être en démocratie, mais après, Macron sort avec Paul Biya, qui est un des dictateurs les plus longs de l'Afrique de l'Ouest, et dit que ça c'est en démocratie, je comprends qu'il lance un peu d'hypocrisie sur la narrative, non? Donc, on doit être plus juste avec la chose qu'on demande, parce que la Russie et la Chine ne demandent pas ça. Et nous, on ne demande pas ça à l'Arabie Saoudite non plus. Donc, tout ce type de transformation, c'est culturel, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Et je terminerai à ça. Et encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. Tout l'honneur pour nous. Merci infiniment pour vous, Madame Béatrice de Lyon-Kobo. Merci infiniment. Alors, j'aimerais bien, si vous permettez, soyez les bienvenus à messieurs les diplomates qui sont avec nous, tout en sachant que vous avez la possibilité d'envoyer et de faire l'échange avec les intervenants via la discussion, la possibilité de discussion qui est permise. Alors, professeur Mohamed Cherif Ferjani, comment vous expliquez l'échec des tentatives d'amélioration de gouvernance politique et institutionnelle en Afrique? Pourquoi l'Afrique est devenue le terrain de concurrence entre les différentes forces internationales? Il y a aussi une participante qui vous pose cette question. Est-ce que vous pouvez donner l'estimation réelle de la force du djihadiste? Il y a beaucoup de contradictions entre plusieurs constats. Il y a des gens qui parlent de 3 000, il y a des gens qui parlent de 30 000, il y a des gens qui parlent de quelques groupes de 200, 300 personnes. Qu'est-ce que vous disiez, professeur Ferjani? Ah, Oui, c'est actif. Non, 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 non. voilà, ok. Oui.
Je remercie le CRI, Voix des victimes, pour cette énième invitation à ces panels en ligne. Je remercie les collègues qui ont parlé avant moi et je suis en attente de ce que dira le professeur Emmanuel Dupuis sur la situation. Alors, moi, je suis professeur honoraire et non professeur émérite. L'éméritat en France, on l'a pour quelques années. Le temps qu'on termine, que nos doctorants terminent leur recherche. Après, il faut la redemander si on a envie, sinon, ce n'est pas ad vitam aeternam, l'éméritat. Donc, je suis professeur honoraire de l'Université Lyon 2 et je parle en même temps avec ma casquette du président du Haut Conseil scientifique du Tombouctou Institute qui m'a permis un peu de suivre ce qui se passe un peu dans l'Afrique subsaharienne, comme je suis un peu ce qui se passe en Afrique du Nord. Je crois qu'il est très important, et là je souscris à ce qu'ont dit M. Ngom et Mme Béatrice de Leon-Kobo avant moi. La question n'est pas simplement une question sécuritaire. Et la question de la gouvernance montre également qu'on n'est pas seulement dans une question sécuritaire. J'aimerais bien aller un peu plus loin dans l'analyse des causes qui ont conduit à l'intervention française au Mali, mais aussi qui ont conduit à d'autres interventions en Libye, en Somalie et dans d'autres régions de l'Afrique, mais aussi ailleurs. Je crois qu'il est très important de revenir à ce qui s'est passé dans les années 80 avec les politiques de réajustement structurel qui ont ouvert ces pays à la libre circulation des capitaux et des marchandises et qui, en même temps, ont demandé aux États de renoncer à leur rôle social en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de logement, en matière de transport. Et donc, ces politiques de réajustement structurel ont été à l'origine de l'aggravation des inégalités, d'explosion sociale et de l'incapacité des États à faire face aux demandes de la société. Je crois que c'est très important de situer cela. Certains États ont même été affaiblis au point que certains ont disparu. La Somalie, l'État a disparu complètement. Et là-dessus, au lieu de voir que la question du djihadisme, du terrorisme, des guerres ethniques ou tribales qui ont affaibli davantage les États et ont, avant les interventions, aggravé la situation sécuritaire dans cette région, qu'est-ce qu'on fait? On fait des interventions, comme en Libye, comme en Somalie. Je ne compare pas ce qui s'est passé au Mali à ce qui s'est passé en Libye ou ailleurs, parce que là, on a essayé de le faire au départ, et M. Ngom l'a rappelé, au départ, en accord avec les pays de la région et de chacun des pays, le gouvernement du Mali, mais ailleurs, on ne l'a pas fait cela, on a détruit des États et je ne crois pas que ce qui se passe dans l'Afrique subsaharienne est indépendant de ce qui se passe en Libye aujourd'hui. Les groupes, la Libye est devenue le théâtre d'affrontement de groupes armés, dont les groupes djihadistes, qui ont leur prolongement dans l'Afrique subsaharienne, au Tchad, au Niger. Madame Béatrice de Leon-Kobo a parlé de l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais il y a aussi d'autres. Vous avez parlé aussi de Boko Haram. Aujourd'hui, l'un des groupes très actifs au Niger et sur la frontière avec le Burkina Faso et avec le Mali s'appelle l'État islamique
au Sahara, au Grand Sahara. C'est lui qui a été à l'origine d'actions, d'interventions. Dès le départ des derniers soldats français au Mali, ils sont intervenus dans cette région. Donc, je crois qu'il est très important de revenir à, c'est très important, on n'intervient pas en tant contre la volonté des États de la région. Il faut intervenir s'il est nécessaire d'intervenir, intervenir en collaboration, en soutien au gouvernement en place. Quel que soit ce qu'on pense par ailleurs de la nature de ces gouvernements. Et Béatrice de Lyon-Kobo a dit, on n'est pas très regardant avec l'Arabie saoudite et on n'est pas regardant avec plusieurs dictatures. Donc, arrêtons ce discours hypocrite sur la démocratie et les droits humains qui n'a fait que précisément détourner les jeunes des politiques de démocratisation parce qu'ils n'ont pas vu les promesses de démocratisation, de respect des droits humains. Et en même temps, ces jeunes, ils ont rejoint les groupes djihadistes. Pourquoi? Parce que la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière de l'Afrique. En même temps qu'on tient un discours sur, contre le djihadisme, contre les groupes armés, pour le développement, pour la démocratie et pour les droits humains, ceux qui déchantent des politiques de démocratisation, ils veulent aller ailleurs parce qu'ils n'ont plus rien sur place. On leur ferme les portes de l'immigration et en même temps, on y voit un danger, on ne les perçoit comme des dangers pour la déstabilisation non seulement de l'Afrique subsaharienne, mais du monde entier. Et là, je crois que ce n'est pas avec un discours aussi peu crédible qu'on va être accepté comme des forces qui aident l'Afrique à se développer, à se démocratiser et à accéder aux droits humains. Ce n'est pas comme cela. Je crois que c'est très important. Il faut remettre en cause les politiques néolibérales imposées aux États africains sous le nom de politique de réajustement structurel, de vérité des prix, de libre circulation des capitaux et des marchandises, sans tenir compte des conséquences humaines de ces politiques. Je crois que ça, c'est très important. Deux, il faut mettre fin à ces interventions au nom de la démocratie et des droits humains, comme en Libye, comme en Irak, comme en Afghanistan ou ailleurs, et qui ont abouti aux résultats contraires de ce qui a été annoncé comme promesse. C'est le contraire qui s'est passé. Et troisièmement, intervenir, comme l'a dit M. Ngom, en rapport et en soutien aux États de la région, pas en se substituant à eux, et en leur donnant les moyens de répondre aux demandes sociales, aux demandes économiques et aux demandes en matière de démocratie, et non pas en donnant des leçons sans être à la hauteur, sans que les politiques menées soient à la hauteur de ces leçons. Donc, la question de la gouvernance, elle est liée à la capacité des États à répondre aux demandes sociales et économiques. Elle dépend aussi des processus de démocratisation promis et chaque fois reportés. S'il y a eu des coups d'État applaudis par les jeunes, applaudis par les populations exclues par les politiques néolibérales, c'est précisément parce que les États qui ont promis, les gouvernements qui se sont inscrits dans ces logiques d'intervention ont échoué, et donc il ne peut pas y avoir de bonne gouvernance sans prise en compte des demandes de la population.
Et je crois qu'il y a des réponses économiques, il y a des réponses sociales, il y a des réponses politiques, mais il y a aussi des réponses culturelles. On a négligé l'éducation aux droits humains et à la diversité culturelle qui est très importante en Afrique. Et dans ce domaine-là également, cette éducation à la diversité, la gestion de la diversité culturelle et religieuse, il n'y a pas qu'en Afrique qu'on a échoué. Partout, on a échoué. Et c'est pour cela que partout, nous assistons à des replis sur des solidarités de proximité, sur des identités meurtrières, pour reprendre l'expression d'Amin Maalouf, qui sont incompatibles avec la gestion démocratique de la diversité culturelle et religieuse et même sociale, et qui sont incompatibles également avec une bonne gouvernance. Voilà ce que j'ai à dire à la suite de mes collègues, mais on pourra revenir à d'autres questions après les interventions du professeur Emmanuel Dupuy et après les autres interventions. Merci. Professeur Ferjane, et surtout concernant l'effectif, l'estimation de l'effectif des djihadistes et la diversification de recrutement. Vous avez dit vous-même que les chiffres varient d'une source à l'autre. Est-ce qu'il s'agit de milliers, de dizaines de milliers de personnes? L'origine, il y a l'AQMI, il y a aussi des groupes qui viennent de Libye et des groupes transnationaux. Aujourd'hui, le djihadisme, il est international. Il n'est plus lié à... regardez, aujourd'hui, il y a des gens qui partent de tous les pays européens et de tous les pays de l'Afrique du Nord vers Daesh en Syrie et en Irak, et qui aujourd'hui rejoignent la Libye et au-delà de la Libye. Donc c'est le recrutement, il est parmi ces populations qui ne trouvent pas leur place dans les politiques néolibérales, les exclus. Le pape François dit les déchets de cette économie ou de cette organisation sociale régie par les lois de l'économie du marché. Donc, il y a plusieurs. Puis, rappelez-vous aussi, dans la région, les Touaregs, en a parlé Béatrice de Léon Kobo, les Peuls, qui étaient des populations nomades qui ne connaissaient pas de frontières dans leur transhumance et qui, du jour au lendemain, avec l'apparition des États-nations, se trouvaient coupés des routes de leur survie. L'affaiblissement des États a engendré des conversions, des convergences entre groupes djihadistes, entre groupes tribaux, entre groupes ethniques qui étaient victimes de la construction des États-nations, mais aussi des politiques néolibérales imposées depuis les années 80 à ces États-nations et qui ont conduit à leur affaiblissement. Merci, professeur Ferjane. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue à notre directeur scientifique, professeur Boumediene Ben Yahya. Et je cède la parole à notre cher ami Emmanuel Dupuy, directeur de l'Institut de sécurité, l'Institut européen de sécurité. Emmanuel, quelles sont les leçons que la France doit retenir de l'échec de son intervention au Mali? Je sais bien que vous avez exercé aussi, vous avez un carnet d'adresses riche, surtout en Afrique. Vous êtes bien respecté en Afrique. Vous avez aussi des relations avec des acteurs politiques, associatifs maliens. Quelles sont les leçons à retenir de cet échec, Emmanuel? Merci beaucoup pour l'invitation et désolé pour la connexion un peu tardive. J'ai eu des problèmes techniques. Alors, premièrement, il faut toujours se rappeler du nombre de victimes. Vous parlez de la France, mais on pourrait élargir cela à la communauté internationale avec les 200 casques bleus, mais les 59 militaires français qui sont morts au Sahel et notamment les 53 qui sont morts au Mali. Je veux évidemment appuyer qu'on leur donne cet hommage mérité, sans oublier évidemment les milliers de soldats maliens, burkinabés, nigériens
tchadiens et nigérians qui ont également perdu la vie. Alors, il est un peu prématuré de dire quel est le bilan de l'opération militaire française, car elle n'est pas terminée. Ça a été rappelé plusieurs fois, et il faut peut-être le redire une nouvelle fois, quand le président Emmanuel Macron, en juin dernier, parle d'un redéploiement des forces françaises au Mali, et quand il le met de manière effective en application avec le départ des derniers 1000 soldats français sur la 6e base qui a été fermée en août dernier, nous n'avons pas terminé la lutte contre les groupes armés terroristes, et qu'ils soient de nature terroriste ou d'autres. Premier élément. Deuxième élément, vous l'avez rappelé, la lutte contre le terrorisme ne se limite pas qu'au Mali, même si il faut évidemment avoir à l'esprit que le départ des troupes françaises n'a pas arrêté la violence. Le 25 juin dernier, un rapport de l'ONU précise que précisément, depuis le départ de la plupart des militaires français du Mali, 900 Maliens ont perdu la vie dans des actes de violence menés par les groupes armés terroristes, prouvant que la situation ne s'est pas améliorée, elle a continué à s'empirer au Mali, sans oublier que cette question ne touche pas que le Mali, mais également les pays limitrophes. C'est la raison pour laquelle la France maintient son engagement, s'est redéployée dans les pays limitrophes que sont le Burkina Faso et le Niger. J'y reviendrai avec un saupoudrage un petit peu plus large, notamment dans l'ensemble du bassin ouest-africain, avec des convergences de plus en plus évidentes dans les pays qui sont désormais de plus en plus ciblés. Le Togo est en état d'urgence depuis la mi-juin, et des attaques ont eu lieu cet été, vous l'avez rappelé, au Bénin. On pourrait rajouter le Ghana, la Côte d'Ivoire, même le Sénégal, où des attaques ont lieu fréquemment depuis maintenant 2 ans. Donc, une lutte qui continue, donc un peu prématurée pour évoquer un échec ou une réussite. Néanmoins, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Avant le coup d'État militaire d'août 2020, ça, ce sont des chiffres qui viennent du ministère de la Défense, on pourrait les discuter, entre 2019 et 2021, 90% de l'organigramme de l'État islamique dans le Grand Sahara a été décapité, avec le point d'orgue, si j'ose m'exprimer ainsi, l'élimination en août 2021 de son chef, Adnan Walid al-Sahraoui, suite à une frappe française menée par un drone de l'opération Barkhane. Depuis cette réalité, évidemment, le mouvement s'est reconstitué. On y reviendra, il s'est reconstitué dans des zones où précisément les forces françaises, en quittant leur base, que ce soit la base de Kidal, que ce soit la base de Tessalit ou que ce soit la base de Gao, évidemment, et de Ménaka et évidemment précédemment de Gossi, n'ont pas été suffisamment remplacés par les forces armées maliennes et leurs supplétifs que sont la société militaire privée Wagner. À l'heure où nous parlons, nous sommes dans une nouvelle configuration où de nouvelles cellules, de nouvelles Katiba ont émergé, là où précisément la France avait peu ou prou assuré la sécurité, notamment dans le septentrion malien. J'y reviendrai de nouveau. Au nord de Ménaka, ce sont des combats non seulement entre les groupes armés terroristes et les forces maliennes et, comme je disais, les forces supplétives russes, mais des combats entre eux. Entre eux, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, sous la férule de Yad al-Ghali, et ce qui reste, ou la reconstitution de l'État islamique dans le Grand Sahara, l'un étant attaché, le premier étant attaché à Al-Qaïda, le second ayant prêté allégeance en 2015 à Daesh. Alors, pour répondre à votre question, j'ai méthodiquement posé 5 questions qui me semblent pouvoir étayer ou apporter de l'eau à notre moulin. Première question, et je vais essayer d'y répondre, évidemment, je vais poser les questions et essayer d'y répondre. Et d'une certaine façon, cela posera la question de savoir si l'opération militaire française, qui depuis le 11 janvier 2013, a vu quand même s'engager près de 30 000 soldats français par rotation tous les 4 mois de plusieurs régiments, de plusieurs groupements tactiques, qui, comme je l'ai dit, a vu 59 de nos militaires français tués dans le Sahel, dont 53 au Mali. Bref, est-ce que, et bien évidemment, je passe pas sous silence l'immensité, le gargantuesque de ces opérations, l'opération Barkhane est l'opération la plus coûteuse pour le budget de notre ministère de la Défense, puisqu'on a avoisiné l'année dernière le chiffre de 900 millions, sans doute augmenté cette année par l'immensité et le défi technologique et le défi logistique
donc de sortir de ce pays évidemment, en ne pratiquant pas la terre brûlée, donc en laissant des bases, des FOB, des forces donc opérationnelles, des bases donc opérationnelles avancées en parfait état, donc au profit donc des FAMA, évidemment pas des Russes, mais il se trouve que malheureusement les Russes désormais les occupent aux côtés des FAMA. Alors la première question, comment en gros redéployer une force qui avait pour objectif depuis janvier 2013 d'assurer la sécurité, de mener des opérations de contre-terrorisme d'un point de vue cinétique et des opérations de lutte antiterroriste avec une approche globale en englobant la dimension militaire autant que la dimension civile. Donc comment redéployer cette force sans donner l'impression que le repli des forces françaises est une victoire des groupes djihadistes, pour ne pas subir le même échec ou la même perception d'échec avec le départ éminemment négatif des forces américaines qui ont semblé livrer Kaboul le 15 août de l'année dernière. Comment ne pas donner l'impression que les organisations internationales, l'ONU, les Européens qui assistaient et qui accompagnaient la France n'ont pas perdu la bataille contre le terrorisme. Béatrice l'a rappelé, certes, les groupes armés terroristes se sont rapprochés de Bamako, mais le pays n'est pas encore sous la férule de ces groupes djihadistes. Première question. Deuxième question, en gros, est-ce que la situation sécuritaire s'est-elle améliorée depuis le départ des troupes françaises? Une question assez basique à poser, puisque par la voie des autorités maliennes, du pouvoir donc de transition, par la voie d'ailleurs de son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui a posé la question à l'ONU en évoquant le fait que la France aurait été complice des terroristes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre des Affaires étrangères du Mali qui a posé cette question ou qui souhaite que cette question soit posée au niveau du Conseil de sécurité. Comme vous avez pu vous en rendre compte, elle n'a pas été posée puisqu'aucun pays n'a voulu la porter à l'ordre du jour, même sous présidence chinoise du Conseil de sécurité en août. En gros, est-ce que la France est coupable des vilainies ou des responsabilités qu'on lui attribue, ce qui évidemment pourrait être répondu par la négative, forcément, puisque comme je le disais, les attentats, les attaques contre l'État, contre les FAMA et singulièrement désormais contre leur supplétif du groupe Wagner continuent. Troisième question, comment sortir de cette crise qui obère la situation sécuritaire non seulement du Mali depuis 2013, même depuis 2012, depuis le premier coup d'État de mars 2012. Comment évidemment évoquer cette situation en ne faisant particulièrement attention à ne pas oublier la dimension géographique, la dimension spatiale. La question ne se porte plus que sur le faisceau central du Sahel, mais porte bien sur toute l'Afrique de l'Ouest, je l'ai évoqué, avec l'enquistement, la tentative, l'élasticité de la dangerosité des groupes armés terroristes vers le Sénégal, vers la Côte d'Ivoire. C'est un retour. Rappelons-nous que les attentats en Côte d'Ivoire sont beaucoup plus anciens que les tentatives de s'installer dans le nord-est du Togo, par exemple, puisque les attentats qui ont ciblé donc la Côte d'Ivoire remontent à 2015, été 2015. Et bien évidemment, avec cette extension horizontale, l'ensemble des pays du Sahel, du Sénégal jusqu'au Soudan, et verticale, ça a été évoqué avec une porosité, avec premièrement un caractère spatial et un caractère temporel. Ne jamais oublier que les groupes armés terroristes auxquels nous faisons face aujourd'hui dans le septentrion malien sont une résultante des groupes armés terroristes qui ont saigné à blanc l'Algérie dans les années 90 ou qui ont mené les premiers attentats au Maroc en 2004 à Casablanca ou en 2011 à Marrakech ou évidemment en Tunisie. Bref, il y a une extension géographique de cette menace du septentrion africain vers les pays du Golfe de Guinée. Quatrième question, je vais aller vite, mais je vais essayer d'apporter des éléments de réponse quand même à mes affirmations. Comment continuer à lutter contre le terrorisme quand dans le même temps, nous devons lutter à un autre phénomène qui est structurant de la création ou de l'apparition d'une certaine façon de la légitimisation de ces groupes armés, terroristes ou sécessionnistes, évidemment la question de pouvoirs de transition qui sont issus d'un déraillement démocratique, évidemment le cas du Mali depuis août 2020, le cas de la Guinée, le cas du Burkina ou évidemment du Tchad, et ne pas oublier depuis avril 2019 également le Soudan. Et cinquième question, et enfin
peut-être la question la plus importante. Comment sortir de la crise? Avec une question sous-jacente, puisqu'un certain nombre de responsables politiques des différents pays qui nous avaient appelés à la rescousse et qui désormais ne veulent plus de nous, d'une certaine façon légitiment ce qu'ils ne voulaient pas il y a quelques années, c'est-à-dire un dialogue avec ces mêmes groupes armés terroristes, voire même une sorte de coexistence territoriale, le pouvoir central restant entre les mains d'autorités politiques, comme je le disais, défaillantes démocratiquement depuis la série de coups d'État depuis donc août 2020 au Mali et septembre 2021 en Guinée, entre autres, et puis bien évidemment de savoir avec qui l'on discute et sur quelle base l'on peut discuter. Alors, sans vouloir être trop long pour apporter des éléments précis aux 5 interrogations. La première interrogation, comme je le disais, c'est un défi à la fois politique et un défi logistique de sortir d'un pays comme le Mali, mais de rester dans la région. Le président Macron l'a évoqué en juin 2020, et l'a réévoqué en juin 2021, je vais y arriver, et l'a réévoqué, l'a confirmé le 16 précisément février dernier. Il ne s'agit pas d'abandonner le sort des Sahéliens, d'abandonner tout simplement les Sahéliens à leur propre sort et malheureusement à leur triste destinée. Je rappelle qu'en 2021, 8000 Maliens, Burkinabés, Nigériens ont été victimes du terrorisme, qu'ils soient évidemment morts ou blessés, et que pas loin de 2000 citoyens maliens ont trouvé la mort rien que durant l'année 2021. Donc face à l'immensité de ces chiffres, il y a quand même une responsabilité sociétale, une responsabilité universelle. C'est la raison pour laquelle la dernière résolution onusienne, la résolution, si je me souviens bien, 2584, donc de juin 2021, précise la nécessité de renforcer et de continuer à rester sur place pour stabiliser la région. La MINUSMA est évidemment légitime et légitimée jusqu'à juin 2023. Deuxième élément, et donc, pardon, pour étayer davantage et pour terminer ce premier point, donc comment donner l'impression de se redéployer tout en continuant à lutter contre les groupes armés terroristes? Je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas là source à désinformation, source à matérialisation d'une francophobie qui, par ailleurs, est exploitée artificiellement? Le président Emmanuel Macron a appelé à une sorte de renforcement ou de réajustement de notre politique étrangère pour que nous ne soyons plus dans la réaction, mais dans le caractère proactif, appelant à ce que nous ayons une diplomatie agile et évidemment mettant en synergie les moyens dont nous disposons pour lutter contre les désinformations ou les interprétations, comme par exemple, comme l'a évoqué Béatrice, je crois, la manipulation honteuse et honteuse du faux charnier de Gossi au moment de la fermeture de cette base en avril dernier. Deuxième élément, comment donner l'impression que nous continuons à lutter contre le terrorisme, et je crois que ça a été évoqué de nouveau par Béatrice et par mon collègue précédent, avec parfois l'impression que nous sommes dans une logique un peu schizophrène. Nous appelons à une transition politique la plus courte possible au Mali, en espérant des élections présidentielles en février 2022, et dans le même temps, nous n'avons pas dit grand-chose quand le fils du président tchadien a succédé à son père en mettant à bas, ou en remettant plutôt au calendrier grec la transition institutionnelle que prévoyait la constitution tchadienne. Le cas du Cameroun est parfaitement exemplaire, c'est vrai, avec un président Biya, âgé désormais de 92 ans, et qui pourrait sans doute, vraisemblablement, d'après ce qui ressort du déplacement d'Emmanuel Macron en juillet dernier, éventuellement repartir à l'occasion de l'élection présidentielle de 2025. C'est vrai également par rapport aux autres pays qui sont sortis du cadre démocratique, comme je le rappelais, la Guinée en septembre 2021 ou le Burkina en janvier 2022. Nous avons donc à balayer devant notre propre porte pour ne pas donner l'impression que nous soutenons des régimes politiques qui, par ailleurs, ne font pas grand-chose pour trouver les moyens pour essayer de lutter contre les sources, les racines qui font que des jeunes
tente l'aventure djihadiste ou l'aventure terroriste ou l'aventure sécessionniste ou l'aventure de la grande criminalité. J'utilise à dessein ces affirmations pour bien confirmer la grande porosité qui existe entre ces différentes formes d'insécurité. Troisième élément, je vite, il n'en reste plus que deux. Comment sortir de la crise en apportant une approche globale et une position unitaire. Et là, force est de constater que nous avons une vraie difficulté. Mais c'est une difficulté qui ne date pas d'aujourd'hui et qui malheureusement ne se focalise pas que sur le continent africain. C'est que nous avons beaucoup d'acteurs, trop d'acteurs. Il y a, alors que nous parlons, 17, peut-être même 18 plans d'action pour stabiliser le Sahel. Je dis 18 parce que les États-Unis ont lancé depuis l'été dernier, depuis le début août, un plan d'action pour le Sahel. Donc trop d'acteurs, pas assez de concertation, pas assez de convergence, pas assez de complémentarité. L'Union européenne a un plan Sahel depuis 2011, il a été rehaussé, relancé en 2021 avec des sommes absolument considérables, près de 8 milliards d'euros pour l'Union européenne. L'Alliance Sahel, qui regroupe désormais, si je ne m'abuse, plus de 17 pays, a elle aussi des moyens financiers absolument considérables. Mais encore une fois, l'argent ne suffit pas, tout comme les bots, pour répondre à la menace terroriste. Donc, comment essayer de trouver la cohérence dans une zone dans laquelle quasiment aucun des pays qui font face aux mêmes menaces n'appartiennent à une seule organisation, à part bien sûr l'Union africaine qui elle-même, légitimement, a son plan d'action. L'Algérie, le Maroc, on a évoqué la Libye tout à l'heure, ne sont pas membres de la CEDEAO, tout comme ne l'est pas le Tchad, tout comme ne l'est pas la Mauritanie qui l'a quitté en 2000. Quatrième point, comment lutter contre le terrorisme tout en donnant l'impression que nous ne sanctionnons pas des régimes politiques qui, par ailleurs, sont sortis du cadre institutionnel. Bref, comment assurer le minimum vital pour que, contrairement à la CEDEAO qui avait décidé de sanctions il y a plus de 6 mois contre le Mali, que ce ne soient pas les Maliens qui pâtissent des choix politiques qui leur ont été imposés par que c'est vrai pour les Maliens, pour les Guinéens, Burkinabés, les Tchadiens et les Soudanais. Et puis enfin, faut-il discuter avec les groupes armés terroristes? Il y a eu des tentatives de discussion au niveau d'un certain nombre de cercles. Je pense au dialogue du cercle de Noro, je pense au dialogue de Djibo, ça c'est en Burkina Faso, le premier c'est dans la région du Liptako-Gourma, donc dans le centre du Mali. Ils ont fonctionné un temps au niveau local, mais ils ne se sont pas concrétisés dans un plan d'action, pour la raison simple que ni les terroristes, ni l'État malien n'a intérêt à discuter maintenant. Et c'est un petit peu le parallèle que l'on peut faire avec l'Ukraine. Les Maliens ont intérêt, en tout cas les autorités maliennes ont intérêt à renforcer leur capacité militaire. C'est une des raisons pour laquelle les Russes répondent précisément à cette demande. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, va se rendre dans quelques jours au Mali. Et bien évidemment, pendant l'été dernier, un certain nombre de nouveaux matériels, dont 4 avions de combat, ont été livrés aux autorités maliennes, mettant en avant le fait que la lutte contre les groupes armés terroristes est une affaire intéressante pour un certain nombre de responsables politiques et un certain nombre de responsables militaires. Prenons juste l'exemple des pays les plus touchés, le Tchad, le Niger et le Mali. C'est une augmentation de 4 des budgets de défense depuis que le terrorisme s'est enquisté dans cette région, avec évidemment des parts consacrées à la sécurité qui sont hypertrophiées par rapport à ce qui devrait être un investissement en profondeur. Quand un pays investit 17, 20, 22% de son budget pour l'achat de matériel, la formation des hommes ou l'équipement de ses militaires, ou le renforcement de ses militaires, quelques milliers, 7 000 en 2013 pour le Mali en capacité de combattre, désormais 40 000, c'est autant d'argent en moins pour l'investissement dans le dur, l'éducation, l'agriculture et évidemment l'inclusion sociale et sociétale qui devrait être la première réponse, parce que c'est à cause de ces carences ou de l'incapacité de l'État à se positionner loin, dans la périphérie. Béatrice évoquait la proximité quasi équivalente entre le nord du Mali et le sud de l'Espagne. On pourrait évidemment évoquer le fait que quand vous êtes à Kidal, vous êtes plus proche physiquement, intellectuellement, économiquement de Tamanrasset que vous n'êtes proche de Bamako. Voilà quelques éléments
que je voulais poser au Merci, débat. merci beaucoup, professeur Emmanuel Duby. Je cède parole à notre cher ami, professeur Boumediene Bouyahia. En quelques minutes, est-ce que l'échec de l'opération Berkane a confirmé que le traitement militaire ne suffit jamais pour déraciner le terrorisme et la radicalisation? Sans démocratisation, sans gouvernance, comme il a insisté le professeur Fergeni, sans éducation, sans égalité et justice sociale. Qu'est-ce que vous disiez, professeur Boumediene? Merci infiniment. Je vous remercie infiniment, Maître Dari. Je salue tous les spécialistes qui m'ont précédé et les intervenants, intervenantes. À l'instant, d'ailleurs, professeur Dupuis rappelait quand même des éléments et des axiomes hyper centraux pour pouvoir expliquer une situation tout aussi complexe au Sahel, en Afrique et relation, bien sûr, avec les pouvoirs de la communauté européenne, de l'État français, si on pouvait prendre l'exemple de la France. Il y a, vous l'aviez bien dit, Maître Dari, une absence totale, en réalité, de l'action ou de l'efficacité, voire de l'existence de la société civile. Et toute la problématique, elle est là. Permettez-moi de souhaiter le bienvenu à monsieur l'ambassadeur représentant de l'Union africaine aux Nations Unies Genève. Oui, c'était vous, je m'excuse. Je vous en prie. Donc je disais que le constat est plus qu'alarmant parce que la société civile est pratiquement absente alors qu'elle existe par des individus. Je vois là son Excellence Nkom qui représente aussi une de ces voix en Afrique, pour prendre un exemple vivant. Une société civile totalement absente et qu'on ne permet pas par l'action militaire permanente. Le rappelait à l'instant Emmanuel Dupuis, ce renforcement du budget, à titre d'exemple au Mali, de la défense ou des matériaux militaires ne suffirait en rien. On pourrait investir et réinvestir. La réalité, elle est là. Le terrorisme menace toujours les peuples, menace toujours les pays à la fois du Maghreb, à la fois africains et à la fois européens, et que tous ces investissements colossaux, stratégiquement parlant, diplomatiquement parlant, de quelques États européens ou pas, dans la sphère militaire, en réalité à la fois rassurent ces pays, mais en réalité ne permettent pas de solutionner les problématiques colossales dans ces pays et notamment dans la région du Sahel, et qu'on est perdu de vue une réalité complexe par rapport à l'idéologie elle-même du terrorisme, qui mène au terrorisme, qui mène au radicalisme et qui mène à la défiance de tout pouvoir politique ou diplomatique. Donc, si vous voulez, vous avez des États, malheureusement, ou des politiques étatiques, malheureusement, et qui changent d'ailleurs chaque année, pratiquement, et je n'ai pas entendu vous me pardonnerez mon arrivée un peu tardive pour un problème technique aussi, je n'ai pas entendu les premières interventions, mais Emmanuel Dupuis l'avait rappelé, vous avez plus de 17, je crois, si j'ai bien retenu le chiffre, 17 plans d'action, et puis plus un plan après un plan, on voit plus rien, c'est du brouillard, et vous avez une corrosité décisionnelle qui crée un brouillard par rapport à une perspective commune entre les États africains d'abord, entre les États africains et l'Europe aussi dans le Nord, et aussi entre ces deux entités, le Nord et le Sud, avec le monde. Parce que la question du terrorisme, la question de l'extrémisme, la question des déviances, si vous voulez, qui partent d'une idée religieuse et qui nous mènent à la calamité humaine, elle traverse le monde et elle n'a pas de frontières. Et par conséquent, si vous voulez, la société civile sur laquelle il fallait, à mon humble avis,
mettre tout son poids et tous ces budgets qui ont été évoqués statistiquement, on devait mettre tout l'accent sur la société civile. La société civile est totalement fragilisée, elle est pratiquement inexistante. Je le disais il y a quelques instants, à l'exception de quelques individus qui pérennisent, si vous voulez, des efforts en perdition, parce que vous avez un individu ici et là qui œuvre tout seul et qui n'arrive pas à capter toutes les sensibilités et surtout capter l'écoute des gouvernements en place sans les prendre en opposition pour pouvoir proposer une solution globale. Et cette solution globale, à mon humble avis, loin d'être un expert de la sécurité ou des questions sécuritaires du monde, passe aussi par un travail sur un substrat religieux duquel vous avez ces semences qui commencent, qui apparaissent depuis déjà plusieurs décades et qui menacent le monde ici et là. Si on ne traite pas les problèmes à la racine, et les problèmes sont d'abord idéologiques, une déviance, une falsification des sens, une corruption des idées du terreau religieux. Il y a un problème de religiosité au pluriel qui produit, si vous voulez, petit à petit, de manière d'ailleurs sporadique et complètement folle, où on a vu des grandes puissances dans le monde subir les affres et les méandres de cette violence et de ces criminels. Ça prouve très très bien qu'on n'a pas encore bien réfléchi la question comment naît ce processus de déviance et de défiance vis-à-vis des sociétés modernes et vis-à-vis toutes les sociétés, nos mœurs, nos traditions, nos histoires, et de l'impact multilatéral, de l'impact incommensurable sur les sociétés. Alors, c'est très facile de mettre beaucoup de budget sur une question, et pour reprendre l'idée principale de la société civile, c'est l'éducation. La société civile, c'est la prévention éducative. Qu'est-ce qu'on a mis sur l'éducation pour préparer les générations à venir? Enfin, on pourrait parler aussi de quelques milliards, mais en réalité, c'est extrêmement peu. Parce que la majorité, il y a une course, on note, on le remarque, il y a une course à l'armement, ce qui est, à mon humble avis, quelque chose d'extrêmement dangereux. Vous pouvez mettre tous les chars du monde devant une idée, les chars ne pourraient pas évincer les idées déviantes, menaçantes, l'hydre terroriste dans le monde. Donc, c'est un travail d'abord sur le terreau de la déreligiosité, sur le terreau de l'éducation, sur le terreau de l'accompagnement, et puis bien après, a posteriori, sur le terreau de la prévention et de la lutte. Alors, c'est très facile d'attendre que les choses se passent et puis après proposer des plans et des plans et des plans, des micro-plans, des centaines de micro-plans en Europe et en Occident sont proposés. Vous avez des centres qui travaillent, pour donner quelques exemples, vous avez des centres qui travaillent, des associations, des individus de la société, de la force de la société civile, mais en réalité, comme il n'y a pas une cohésion de toutes ces forces vives de la société en Europe, en Afrique et ailleurs, ça mènera à rien. Pardon de dresser ou de dépeindre un constat assez amer par rapport à toutes ces questions sécuritaires dans le monde, et notamment en Afrique, parce que l'Afrique reste et demeurera quand même le terreau peut-être le plus vierge, si vous me permettez la qualification, et où toutes les attentions sont attisées parce que l'Afrique est riche, parce que l'Afrique est un enjeu stratégique colossal. Les experts ici peuvent l'expliquer mieux que moi, et que l'Afrique se retrouve entre si vous voulez, entre l'attention et le concours de circonstances de toutes les forces qui sont autour. Pourquoi? Parce que les pays du Nord, les pays de l'Ouest, les pays de l'Est et les pays du Sud, extrême aussi, ont peur pour leur sécurité. Sans une vision éducative
et un travail colossal et profond, sérieux, en réunissant les experts et la société civile et en associant le peuple à participer aux grandes décisions qui sont en réalité coctées de manière polaire et imposées au peuple, je crois que tous ces efforts, même s'ils sont nécessaires et obligatoires en termes d'investissement militaire, en termes de projection stratégique ou pro et rétro stratégique, nous mèneraient encore vers un océan de complexité. J'invite d'ailleurs au passage Maître Dari et tous les experts qui sont présents à réfléchir sur cette question de l'apport. Aujourd'hui, on devrait poser la question sur l'interdisciplinarité. Quel est le grand constat de l'interdisciplinarité par rapport à ces grandes questions et ces grandes menaces du terrorisme dans le monde? Et je vous remercie, Maître Dari. Merci beaucoup, tout en sachant que nous sommes en diffusion directe en Afrique. J'aimerais bien remercier professeur Benoît Ngom qui nous a facilité cette occasion. Alors, permettez-moi de céder et de donner la parole de conclusion en quelques minutes à notre cher ami professeur Mohamed Cherif Ferjani. Enfin, professeur Mohamed Cherif Ferjani, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Et est-ce que vous êtes, en tant qu'expert, expert qui a une double casquette occidentale et aussi africaine, en tant qu'Africain, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste concernant l'issue de l'Afrique? Juste, oui. Oui. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour conclure ce panel. Je crois que chacun de nous a développé à partir de là où il est, de sa spécificité, de sa spécialité et la dernière communication sur l'appel à la pluridisciplinarité pour approcher ces problèmes est très important. Moi, personnellement, la question n'est pas est-ce qu'on est optimiste ou est-ce qu'on est pessimiste. Je crois que le monde en entier est dans un tournant d'une évolution que nous ne maîtrisons pas. Personne ne maîtrise cette mutation de notre monde à l'ombre de la mondialisation, du néolibéralisme. Les logiques néolibérales se sont imposées aussi bien aux pays du Sud qu'aux pays du Nord. Et le rôle des États dans ce contexte-là a été la capitulation devant les logiques marchandes, les logiques financières. Et je crois que c'est là une grande erreur et il est temps que l'État, le politique, reprenne son droit. C'est aux politiques de diriger et non pas aux lois du marché de diriger. Je crois que l'avenir dépend aussi de la capacité des États à jouer un rôle par rapport au lien social, par rapport aux solidarités, par rapport aux services publics par lesquels on peut garantir les liens sociaux et empêcher l'aggravation des inégalités, empêcher l'aggravation des exclusions et offrir des perspectives aux jeunes et aux moins jeunes qui, désespérés, n'ont en vue que de partir ailleurs vers les pays où ils espèrent mieux vivre et ou ailleurs en rejoignant des mouvements qui parient sur la mort qu'ils donnent et la mort qu'ils promettent, le martyr, hein, pour sortir de cet enfer, de cette absence de sens. Je crois que le rôle de l'éducation aussi est très important. Il y a un rôle social, il y a un rôle économique, il y a un rôle politique, mais l'éducation, et M. Boumedienne Ben Yahya a raison d'insister sur l'importance de l'éducation. Et je pense qu'il est temps de redonner place à
et l'éducation par les États, par le service public. C'est-à-dire, on ne peut pas parier sur des acteurs privés dont le but, c'est le profit, d'investir dans ce qui rapporte le plus immédiatement possible et le plus possible, et non pas réfléchir à long terme. L'éducation est une affaire des pouvoirs publics, des politiques publiques, et dans cette éducation, il y a, moi j'insiste beaucoup sur l'éducation aux droits humains et à la diversité. L'éducation, son rôle est de former des citoyens difficiles à gouverner parce qu'ils ont acquis l'esprit critique, disait déjà Condorcet en tant que rapporteur de l'instruction publique avant la Révolution en France. Difficiles à gouverner parce qu'ils ont acquis l'esprit critique, pour qu'ils ne soient pas manipulés par des gourous, pour qu'ils ne soient pas manipulés par ceux qui leur promettent la revanche sur le système qui est à l'origine de leur misère. Et cette éducation, pour moi, aujourd'hui, c'est l'éducation dans cette place. Il faut donner toute sa place, l'éducation à la diversité et aux droits humains. Comme on l'a compris au Tombouctou Institute, nous avons tout un axe sur cette question-là, et j'invite aussi bien toutes les ONG, tous les États à donner toute son importance pour éviter que on ne se transforme en candidat à la guerre de tous contre tous, pour qu'on ne se transforme en auxiliaire de ce clash des civilisations qui nous est promis par Samuel Huntington, pour donc échapper donc à toutes les manipulations par lesquelles on nous embrigade dans une logique de guerre et de haine et de rejet des autres. Voilà ce que j'ai. Donc, précisément, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique se passe aussi ailleurs, se passe dans les banlieues des grandes villes en Europe et en Amérique du Nord, se passe ailleurs dans d'autres pays. Et il est très important de dire que ce qui se passe en Ukraine, regardez ce qui se passe en Ukraine. Qui s'attendait à ce qu'éclate une guerre là où Francis Fukuyama nous promettait la fin de l'histoire, le triomphe de la démocratie, qui s'attendait à ce qu'éclatent les purifications ethniques, d'abord en Bosnie-Herzégovine, et aujourd'hui ces guerres et cette montée des populismes autoritaires en Hongrie, en Pologne, et aussi aucune société aujourd'hui n'est à l'abri de cette montée des populismes autoritaires qui précisément jouent sur les angoisses, les peurs des lendemains que nous promet le néolibéralisme et son autre visage qui est la révolution conservatrice, dont participe Modi en Inde, Poutine en Russie, les mouvements d'extrême droite et les néoconservateurs aux États-Unis, en Amérique latine, le Brésil, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Et si on ne peut pas apporter des solutions à ce niveau-là, on remportera peut-être une victoire aujourd'hui contre le terrorisme, contre le djihadisme, contre les groupes armés dans un endroit, mais ils vont renaître ailleurs sur le terreau que leur offre cette mondialisation du néolibéralisme. Merci, professeur Ferjani. Je vois que Emmanuel Duby demande la parole. Il nous reste 3 minutes seulement. Je pense qu'il est mieux placé que moi pour conclure ce débat. Donnez-lui la parole. Voilà. Voilà. Oui. On m'a réactivé mon micro. Voilà. Merci beaucoup, Harry, et merci, Chérif, de me donner la parole. Je voulais abonder dans le sens en disant qu'il est un peu présomptueux pour nous de dresser pour l'instant un bilan, étant donné que malheureusement la situation ne s'est pas stabilisée, mais néanmoins, il y a un faisceau de convergence qui est inéluctable, ou en tout cas qui apparaît comme le nez au milieu du visage. Premièrement, c'est la remise en cause d'un certain
une certaine prégnance du multilatéralisme tel que nous l'avons pensé depuis 1977. L'ONU était supposée prévenir les conflits, stabiliser des régions, apporter la paix et la sécurité, bref, que les hommes et les femmes ne meurent pas par rapport à des guerres intra-étatiques ou infra-étatiques. Force est de constater que ce qui se passe sur le continent africain, ou désormais en Ukraine, est la preuve que les principes cardinaux sur lesquels s'était basée la charte de San Francisco en 1945 doivent être revisités. Je ne dis pas qu'il faut les abandonner, mais il faut les revisiter. Et il faut d'autant plus les revisiter que la plupart des pays dans lesquels la sécurité se produit sur le continent africain ont désormais une concurrence de plus en plus fine des principes dans lesquels inscrire leur développement. L'universalité de nos valeurs telle qu'elle a été posée par René Cassin en décembre 1948 à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, importance ou l'importance prépondérante des libertés collectives autant que la liberté individuelle, l'importance de la défense des droits humains, pour ne pas le dire, des droits de l'homme en général, est de plus en plus contestée, de plus en plus remise en cause, challengée, parce que justement ces principes n'ont pas abouti à la stabilité qu'ils espéraient mettre en place. Et donc le risque est grand que des modèles alternatifs se présentent comme étant plus efficaces ou plus efficients. Le modèle russe, il a été conceptualisé par Vladimir Poutine dès 2007. L'indivisibilité de la sécurité. La sécurité de l'un ne doit pas obérer sur la sécurité de l'autre. La remise en cause d'une forme d'hégémonisme, un hubris occidental. On peut appeler ça un monde post-atlantique, où, comme les Russes, les Turcs, les Chinois et les Iraniens l'évoquent, une démocratie souveraine, partant du principe que le principe de la démocratie peut parfois être illibéral, alors que nous l'avons pensé comme libéral. Et je dis ça parce que le continent africain se pose ces questions, et les 54 pays sont soumis à cette offre politique autant que sécuritaire nouvelle. Ce qui pose du coup la question des fondamentaux du principe onusien. La liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'intangibilité des frontières, la responsabilité de protéger et bien évidemment le respect de l'intégrité territoriale. C'est d'autant plus vrai que sur le continent africain, les activistes qui s'opposent à cet ordre établi évoquent l'irréalisme ou l'irréalité, pour ne pas dire l'anachronisme des frontières qui ont été tracées lors de la conférence de Berlin en 1884 ou en 1885. Premier élément de réponse, et je termine avec un autre élément de réponse plus rapide. Je crois qu'une des façons de trouver une issue aux maux, au sens propre du terme, qui obèrent le développement du continent africain, c'est de tout simplement tenir compte de ce qu'il représente. Le continent africain est infantilisé. C'est un continent de 30 millions de kilomètres carrés, le troisième continent le plus important sur la planète. Il ne représente certes que 0,01% du budget de l'ONU, mais il représente 1,3 milliard d'habitants aujourd'hui, 4,4 milliards d'habitants quand la planète pourrait avoir entre 8 milliards et 10 milliards d'habitants. Si l'on prend les chiffres qui vont être évoqués d'ici quelques jours lors de l'Assemblée générale des Nations unies, le continent africain est sous-représenté, donc donnant l'impression que la communauté internationale en fait un théâtre de ses propres contradictions, de ses propres confrontations. L'Afrique est devenue le terrain de jeu par proximité des rapports de puissance, des luttes civilisationnelles qui peuvent exister entre des visions du monde, celle de Samuel Huntington ou de Fukuyama, puisque ça a été évoqué par Chérif, qui évidemment se trouve particulièrement prégnante aujourd'hui au Sahel, mais hier au Maghreb et peut-être demain sur l'ensemble du continent africain. 70%, faut-il le rappeler, des résolutions onusiennes concernent l'Afrique, 56% du temps de parole concerne l'Afrique, et l'Afrique regroupe 80 000, peut-être même 90 000 des 120 000 casques bleus. Donc je crois que, et ce sera mon mot conclusif, la meilleure façon de lutter contre le terrorisme, la meilleure façon de trouver un palliatif, un narratif nouveau ou un narratif renouvelé face à la menace terroriste, criminelle, qu'elle soit de nature djihadiste ou sécessionniste, ne jamais oublier qu'il y a des motivations diverses, ça a été évoqué, tout le monde ne rentre pas en sécession seulement pour des raisons religieuses. La religion devient parfois un palliatif à l'absence de l'État,
devient un recours quand ces États mènent des exactions. L'ONU l'a rappelé lors de son rapport du 25 juin dernier. Ça a été évoqué il y a quelques heures à Bamako entre la représentante spéciale de l'Union européenne, mon ami, notre ami commune, à beaucoup d'entre nous, ici même, Emmanuel Delray, et le président Assimi Goïta. Parfois, la réponse sécuritaire devient de facto le cœur du problème, ou devient la raison pour laquelle des jeunes ne se sentent plus en sécurité et des familles ne croient plus ou ne veulent plus donner cette légitimisation à l'État. Donc voilà quelques éléments supplémentaires que je voulais rappeler. Complémentaires à ce qu'a dit Chérif, Béatrice et les autres intervenants. Merci. Il y a Madame Adrienne Diane. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose? Oui? Oui? Madame, vous avez un problème avec le micro, hein? Oui, madame. Vous avez un problème avec votre micro, madame. Il faut ouvrir votre micro, madame. Je crois qu'il y a un problème de micro chez la dame. Et oui, par conséquent, oui. Cher maître, il faut conclure. Je ne sais pas, est-ce que madame Béatrice de Lyon-Coupeau souhaite prononcer un mot? Professeur Ngom, est-ce que vous souhaitez dire un mot de fin? C'est à vous. Les micros sont ouverts. Hein? Allez-y. Ouvert. Hein? Oui, c'est ouvert. Non, 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 c'est pas le micro de Béatrice n'est pas ouvert. Ah, d'accord. Madame, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? C'est vous qui ouvrez. Oui, oui, Voilà. oui, ça y est, parce que on a fait la manipulation en même temps. Oui, oui, pas de souci. Merci encore pour cette opportunité de parler après. Presque tout est dit, mais je pense que je voudrais revenir à une question qui s'est posée que je pense qu'elle n'est pas terminée d'être répondue, que c'est par rapport à combien de djihadistes radicalisés sont au Sahel, au nord maintenant. Et c'est une question que je me pose tous les jours. Donc, ma thèse est sur ce sujet et aussi mes recherches sur le travail des consultantes et parmi les autres. Je me pose ces questions beaucoup. C'est un sujet problématique parce que ça concerne les dispositifs militaires, etc. Oui. Je pense que c'est la mauvaise question. Premièrement, parce que qu'est-ce que ça veut dire être un djihadiste? Normalement, les djihadistes sont aussi des bergers, des nomades, quelques-uns sont sur la criminalité organisée, quelques-uns sont aussi sur des autres milices de plusieurs types, sont pères de famille. Donc, le problème, c'est d'identifier quand quelqu'un qui est déjà engagé sur la violence pendant des années, parce qu'on rappelle qu'au Mali, on est en guerre depuis 2012, donc il y a 10 ans, qu'il y avait des guerres continues, et même sur quelques parties, peut-être on peut revenir à plus en avance. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on considère un djihadiste, qu'est-ce qu'on considère un radicaux? Seulement les commandantes ou les leaders qui sont sur les groupes djihadistes ou tous ceux qui collaborent avec la djihad? Si on parle de tous ceux qui collaborent avec la djihad, où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment le choix, malheureusement, parce qu'ils sont engagés et forcés, étant donné que les Daesh, l'État islamique, Boko Haram ou bien les groupes de soutien musulmans sont les personnes qui détiennent sa zone, donc ils n'ont pas vraiment le choix. Donc, est-ce qu'ils sont ou pas mobilisés sur la djihad? La question est oui. Et dans ce cas, on a plusieurs de milliers de personnes, et peut-être dans tous les Sahel, 10 000, 20 000, 30 000 de personnes tranquillement. Si on parle que des combattants qui sont sur les listes de terroristes internationaux, on sait que sont plusieurs centaines. Pourquoi est-ce qu'il y a ces deux côtés, plusieurs centaines jusqu'à milliards de personnes? Parce qu'à la fin, les djihadistes, on a parlé tout à l'heure, n'est pas vraiment... on ne peut pas seulement dire que c'est les combattants qui font des attentats, parce que ça, ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est toutes les personnes qui collaborent avec la djihad, bien parce qu'on n'a pas le choix, bien parce qu'ils se sont radicalisés. Et là, c'est où on voit que la réponse sécuritaire, ce n'est pas forcément la seule qui peut vraiment avoir la réponse à la lutte contre le terrorisme, parce que si on tue en tête de Daesh,
il y a plusieurs qui continuent à être mobilisés. Donc, c'est pour ça que la gouvernance, l'éducation et tous les autres sujets qu'on a évoqués tout à l'heure pendant cette heure et demie sont assez importants de rappeler. La situation sécuritaire n'est que seulement les djihadistes qui viennent à combattre, sont des groupes armés, des milices autodéfense, des réseaux de criminalité organisée, les États africains qui tous sont partis de la violence au Sahel et aussi parmi les États occidentaux qui en est là. Donc, ce n'est pas seulement que d'être absolument obsessionné par rapport à s'il y a 300, 400, 2 milliards de djihadistes, mais quelles sont les causes et comment est-ce qu'on peut démobiliser et donner une autre alternative à ces personnes qui n'ont pas vraiment le choix de choisir entre Al-Qaïda ou Daesh, ou choisir entre un groupe armé ou un milice autodéfense. On doit leur donner plusieurs chances, plusieurs options pour être mobilisés sur des autres projets de vie, parce que personne ne veut lutter, personne ne veut perdre sa vie. On est des personnes qui veulent avoir un sens de vie. Et ce sens de vie, la djihad a fait très bien une campagne de vraiment radicalisation et de donner des sens de vie. On doit, parmi les leaders de la société aussi, donner des autres alternatives à ces personnes qui n'ont pas le choix ou qui vraiment sentent que c'est la meilleure manière d'être maintenant. Merci. Merci vraiment pour votre constat et votre lecture. Oui, Madame Diane, oui. Alors, bonjour, je sais que m'avez demandé d'ouvrir votre micro, je suis à Los Angeles, c'est le matin, et on est en congé aujourd'hui, donc c'est pour ça, je suis sénégalaise, merci, je suivais de très près ce que vous disiez, je représente l'Académie diplomatique africaine ici aux États-Unis et en Amérique latine aussi, porque yo hablo espagnol también, je parle anglais, français, voilà. Je suis en fait sous la direction de notre cher confrère, Monsieur Benoît Ngom. Donc, j'ai dû m'habiller rapidement pour pouvoir mettre ma caméra. En fait, je suis une ancienne de Médecins sans frontières, n'est-ce pas? Je suis sage-femme sénégalaise. J'ai fait mes études au Sénégal. J'ai ensuite fait pas mal de choses. Puis, je suis allée coordonner les programmes de Médecins sans frontières dans 22 pays pendant 10 ans et dans des pays en guerre. Et je vis ici à Los Angeles en ce moment, sans oublier que je suis l'Amérique latine aussi. La situation dont vous parlez aujourd'hui, je l'ai vue, moi j'ai fait le Mali en 2005, hein, j'étais à Gao comme formatrice de formateurs à l'école d'infirmières de Gao. Donc j'étais là en présence de pas mal de choses que je voyais arriver petit à petit, et je parle de 2005. Donc nous on parle de 2013, etc. Mais en 2005 déjà, 2004-2005, l'année qui est passée, il y avait déjà des petits groupes djihadistes au niveau de Menaka, qui est pas loin de Gao, vous le savez, et je voyais venir ce genre de situation. Moi, ma question, c'est ça. La France est restée extrêmement longtemps dans ces pays africains. Si vous comparez les pays francophones avec les pays anglophones, vous verrez que la plupart du temps, dans les pays anglophones, on n'a pas ce problème. Je fais aussi de la cybersécurité et je travaille comme activiste aux États-Unis. Je travaille avec toutes les communautés qui se trouvent en international. Et je peux vous dire qu'en 2005, on proposait déjà au Mali un bouclier de protection. Tout ce qui est cybersécurité, on connaît. Malheureusement, ce qu'on oublie au niveau de l'Afrique, ce qu'on oublie et la France a oublié de faire, c'est de former des gens qui soient capables de protéger leur propre pays. L'indépendance du Sénégal date de 1960. On est dans la même situation actuellement. Or, au niveau emploi, si je regarde bien, et j'écoute pas mal de gens parler, on fait aussi des conférences au Business and Trade. Là, on a une qui arrive au mois de septembre, là, au niveau des meilleurs. Les emplois qui aujourd'hui sont proposés aux jeunes en Afrique pour les maintenir dans leur pays, pour les maintenir dans leur zone, ne correspondent absolument pas à ce qui se passe aujourd'hui. Un exemple, cybersécurité, je suis assise chez moi, je travaille de chez moi, et j'arrive à travailler en matière à niveau international partout où je vais. M. Ngom me connaît très bien. Je peux m'asseoir dans ma chambre, j'étais dans ma chambre quand vous parliez d'ailleurs, et je peux suivre tout ce qui se passe à travers le monde, surtout comme je parle 7 différentes langues. L'éducation qu'on a reçue, que j'ai reçue au Sénégal, je ne dis presque plus, parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'on dit au XXIe siècle. Nous avons aussi l'alimentation, nous avons aussi tout ce qui est agriculture, etc., où on ne renforce pas des situations qui permettent aux jeunes de s'implanter dans les endroits où ils vivent.
Un exemple. Si je vais aller à la banque aujourd'hui, à ma banque, à Los Angeles, j'ai 3 banques qui sont autour de moi. Je peux marcher pour y aller. La décentralisation n'existe pas. Nous avons toujours les cols blancs qui font ce qu'ils veulent. Les jeunes sont persécutés dans certains endroits parce qu'ils en ont marre, ils sont fatigués. Le chômage augmente et on n'offre pas de solution. Les mêmes personnes sont au pouvoir pendant longtemps et, comme vous avez dit, on infantilise. Alors qu'il y a des gens qui on dit, mais on peut faire quelque chose, on peut aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais des gens comme nous, on n'en veut pas parce qu'on n'est pas, nous ne sommes pas des jeunes. Il faut qu'on réforme comment on agit avec les jeunes en oubliant ce côté, je suis plus âgé que vous, vous me faites du respect, donc je sais plus ce que vous venez après moi. Il y a des gens qui sont extrêmement intelligents parmi les jeunes, on les côtoie tous. Et leur permettre aussi de s'exprimer, de dire ce Oui. qu'ils veulent. L'idée est, madame, votre idée est claire. Je vous remercie d'être avec nous et votre idée est claire parce que nous devons terminer. Merci infiniment de votre intervention, votre participation. L'idée est claire. C'est le traitement global de la politique de prévention et lutte contre le terrorisme. Il ne faut pas se contenter seulement du traitement policier ou sécuritaire. Merci infiniment. Je vous remercie, professeur Benoît Ngom Sailoub, directeur de l'Académie africaine diplomatique. Je remercie Madame Béatrice de Lyon-Kobo. Je remercie professeur Cherif Ferjani, professeur Emmanuel Duby, professeur Boumedine Ben Yahya et à la prochaine rencontre. Au revoir et mille merci.